Salam alaikum, ces amoureux de la science, ces amoureux de la physique. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de la physique. Voilà, donc il s'agit d'un ancien sujet que j'ai donné depuis fort longtemps dans mon groupe WhatsApp. Et aussi je l'ai publié aussi sur ma page Facebook. Voilà, donc aujourd'hui nous allons traiter cet exercice. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, puisque ici nous traiterons à tout moment des exercices de la physique, de la chimie, ainsi que des exercices de mathématiques. Voilà, donc ici on considère un solide A de masse MA est égal à 400 grammes. Voilà, qui glisse le long d'un plan incliné aussi. Voilà. Et parfaitement lisse suivant la ligne de la plus grande pente, et un solide B de masse MB est égal à 300 grammes relié à A par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie K de masse négligeable. À la date T est égal à 0, le système est libéré sans vitesse initiale. Le solide A, partant du point O, c'est-à-dire on a lâché le solide A à partir du point O. Donc, ici, je ne vais pas lire tout l'exercice, mais juste nous allons essayer de souligner les parties les plus importantes. Voilà, ici. Voilà, donc pour ceux qui suivent mes vidéos, donc il y a des exercices que j'ai déjà traités. C'est un peu pareil, mais pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc quand on vous dit déjà le fil est inextensible, voilà, le fil est inextensible, déjà ça nous donne déjà des informations. Et la masse aussi de la poulie aussi est négligeable, ça nous donne aussi des informations. Voilà, en plus de ça aussi on nous dit encore que le solide est lâché sans vitesse initiale. Donc avec toutes ces informations qu'on nous donne là, une fois que nous les regroupons, nous verrons que l'exercice devient encore très facile à traiter. Voilà. Donc, c'est très important de rassembler ces informations-là avant de traiter un exercice pareil. Voilà. Donc, pour vous résumer, en fait, dans cet exercice, nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire les lois, les trois lois de Newton. Et en plus de ça aussi, il y a aussi l'application aussi du soc élastique. Voilà, donc vous savez déjà quand on dit un soc élastique, ça veut dire il y a la conservation de la quantité de mouvement. On sait bien qu'il y a la conservation de la quantité de mouvement, il y a aussi la conservation de l'énergie cinétique. Voilà, donc je vais me limiter là pour que nous restons dans l'exercice pour ne pas aller au-delà de ça. Voilà, donc nous allons commencer à traiter l'exercice. Donc nous allons poursuivre avec la correction. Donc il s'agit d'un ancien sujet de la terminale partie physique. Donc comme vous voyez ici, j'ai déjà fait le schéma. Donc c'est le schéma que vous voyez. Donc voici notre solide, notre corps B, et voici notre corps A. Voilà, notre corps A qui est en train d'effectuer la translation sur le plan incliné ici. Je pense bien que vous voyez. Et ici, c'est le fil, voilà, qui relie le solide A avec la poulie K.
Voilà, donc vous voyez le cas que j'ai mis ici. Voilà, c'est pour symboliser la poulie. Voilà, donc normalement on doit avoir un petit point ici. C'est pas, ça existe. Voilà, ça ne change rien. Voilà, de vue, comme ça vous ne pouvez pas voir ça. Mais je pense que ce sont des trucs qu'on met là pour pouvoir, pour que la poulie puisse effectuer, voilà, l'enroulement autour de cet axe-là. Voilà, c'est l'axe en fait de la poulie. Donc, le fil qui continue ici, voilà, et qui va venir encore tenir le solide B. Donc, c'est très important. Avant de faire tout, j'ai essayé d'énumérer en fait. Vous savez bien, avant de traiter un exercice de la physique, vous devez d'abord faire le bilan des forces. Et vous êtes en train d'étudier quel genre de système. Voilà. Vous devez aussi, c'est dans quel repère. Voilà, donc vous savez qu'en terminale, la plupart du temps, nous travaillons dans le repère orthonormé. Voilà, le repère de Galilée, le repère galiléen. Voilà. Et je n'ai pas trop rentré en détail. Voilà, pour chercher le sens. Voilà. Ici, j'ai fait le bilan des forces et les systèmes que nous sommes en train d'étudier. Voilà. Donc ici, nous avons notre force PA parce que nous avons le solide ici, le solide A ici. Et comme vous le savez, tout le temps, le poids est toujours vertical. Donc retenez ça bien, le poids est toujours vertical. Que le solide soit sur un plan incliné ou un plan non incliné, le poids est toujours vertical. Voilà, donc c'est la première des choses que vous devez retenir. Voilà. Et maintenant, en deuxième, ce que vous devez retenir, c'est que la réaction du support R est toujours perpendiculaire au support qui contient notre objet. Et notre objet ici, c'est le corps A. Voilà. Et donc, vous voyez bien que j'ai le poids, je l'ai pris à partir du centre. Donc, la plupart du temps, vous pouvez prendre votre règle. Voilà, vous pouvez essayer de faire des trucs comme ça pour avoir le centre d'inertie, pour pouvoir tracer maintenant, pour pouvoir euh, faire la démonstration en fait de votre poids. Voilà, donc nous avons la réaction R ici qui est toujours perpendiculaire. Voilà, c'est la même chose ici, là où j'ai présenté notre poids PB, même si ce poids n'est pas totalement vertical, vous devez savoir que ce poids est parallèle avec ce poids. Voilà, les deux sont parallèles. Voilà, et c'est la même chose, puisque les deux, étant donné que les deux sont sur le même axe, donc ça veut dire que TB aussi est vertical. Voilà, donc le système étudié aussi, c'est le corps A et le corps B. Voilà, donc on nous dit à T, ici, je pense bien que vous voyez, voilà, à T est égal à 0, le solide est libre, sans vitesse initiale, alors ce qui veut dire tout simplement que la vitesse V0, qui est égale à V de T est égale à 0, est égale à 0 mètres par seconde. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais un peu souligner pour que vous compreniez, en fait. Voilà. Donc, nous allons maintenant aborder le sujet proprement dit et au fur et à mesure, nous allons découvrir voilà, les nouvelles choses qui vont intervenir. Donc, une fois de plus, je vous rappelle, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et je vous rappelle encore une fois de plus que je vais laisser le sujet juste en description sur le lien de ma page Facebook. Et une fois que vous cliquez là-bas, vous serez automatiquement sur ma page Facebook où vous verrez le sujet. Et n'hésitez pas de me suivre puisqu'à tout moment je publie des sujets là-bas. Voilà, que je traite. Voilà, souvent. Voilà, puisque ce n'est pas tous les sujets que je traite, mais je les partage avec ceux qui me suivent. Voilà, donc si vous voulez profiter de ces sujets-là, vous pouvez aimer la page et me suivre. Voilà, donc
En petit 1, on nous demande de calculer l'accélération du système. Voilà. On sait bien que l'accélération, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Et quiconque parle d'un système physique, en cinématique ou en dynamique, bon, je ne vais pas trop rentrer en dynamique, je vais m'arrêter d'abord en cinématique. Ça, bon, vous devez avoir les trois choses en tête, c'est-à-dire la position, la vitesse et l'accélération, qui sont tous dépendants du temps. Voilà. Donc, ici, pour calculer notre... excusez. Donc, pour calculer notre accélération, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton au corps A et B. Voilà. Donc, retenez bien que ici, les corps A et B ont, ont en fait la même accélération. Voilà, donc vous devez retenir, c'est cette raison pour laquelle je vous disais de l'autre côté qui, si vous avez regardé mes vidéos qui sont passées, j'ai bien expliqué là-bas. Voilà, donc les corps A et B ont la même accélération. Et en plus aussi, les tensions que vous voyez aussi, les tensions TA et TB aussi, voilà, ces tensions-là sont les mêmes choses. Voilà. Du fait que la masse de la poulie voilà, la masse de la poulie est négligeable. Donc j'avais déjà fait cette démonstration-là pour, voilà, pour vous montrer que du fait que la masse de la poulie est négligeable, c'est ce qui implique en fait que les, voilà, les tensions TA et puis TB sont en fait euh, sont, sont égales en fait. Voilà. Donc je sais pas. Par exemple, vous voyez bien que c'est cette tension ici et puis cette tension, ils sont en fait opposés. Donc, ce qui implique, bon, si vous essayez de présenter cette tension là ici, qui va, voilà, qui sera, voilà, en fait, ils sont en concordance en fait. Voilà, ils ne sont pas en opposition. Voilà. Donc, si vous essayez de les mettre ensemble ici et vous appliquez la loi de la dynamique, vous verrez que si vous prenez la somme des forces, voilà, la somme des forces qui sont appliquées à cette tension-là ici, par exemple, est égale à la masse, voilà, la masse de la poulie multipliée par l'accélération. Et on nous dit que la masse de la poulie est négligeable, qui est égale à 0. Donc vous verrez tout simplement que TA plus ça, voilà, TA moins T, TB, voilà, du fait qu'ils ne sont pas dans le même sens, voilà. Donc est égal à 0. Donc, excusez-moi, ils sont en opposition et non pas en concordance. Voilà, donc vous verrez que TA est égal à TB. Voilà, donc c'est comme ça. Donc nous allons déterminer notre accélération. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et on va essayer de résoudre ces problèmes-là ensemble. Donc la somme des forces extérieures est égale à MA. Donc pour le corps A, nous avons, pour le corps A, nous avons la réaction R. Voilà, c'est la réaction R. C'est la réaction R. Et TA et le poids P. Voilà. Et notre poids P ici, vous voyez bien que le poids P est à deux composantes, c'est-à-dire PY et PX. Voilà, vous voyez bien, j'ai mis moins ici, parce que ici, nous avons le centre de notre repère qui est 0 ici. Et tous les nombres qui sont ici sont des nombres positifs, et les nombres qui sont ici sont des nombres négatifs. Donc, ce qui implique ici, nous aurons moins Px, puisque notre Px peut se présenter ici. Voilà, donc ici, c'est moins Px. Voilà. Et ici, nous avons notre PA, et ici, nous avons notre PY. Voilà. Et le PY qui est de ce côté, voilà, peut se présenter ici, encore ici. Voilà. Et encore, il y a une chose que je voulais en fait vous faire comprendre ici,
peut-être je vais faire un exercice, même si c'est 2 minutes ou bien 3 minutes pour vous faire comprendre. Lorsqu'on vous donne un exercice et puis voilà, la pente est ici, c'est-à-dire l'angle est ici par exemple, et quand vous présentez votre poids, comment vous allez savoir en fait où placer votre alpha? Parce que ici c'est un risque. Une fois que vous déplacez la position de alpha, voilà l'exercice que vous allez faire de suite, ça sera pas normal puisque vous allez prendre PY à le mettre à la place de PX. Voilà, puisque votre objectif c'est d'exprimer PX en fonction de PA. On sait bien que PA est égal à la masse totale de l'objet multiplié par le puissance G. Et une fois que vous faites en fait une erreur à ce niveau-là, donc la probabilité que vous trouviez en fait l'exercice, elle devient minime. Vous voyez. Donc c'est cette voilà, comme je l'ai dit, c'est cette manière que je voulais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais essayer de faire peut-être un exercice de 2 minutes ou bien 3 minutes pour vous expliquer. Donc, vous voyez, nous avons notre angle alpha ici. Donc, j'ai essayé de faire 2 traits ici et de faire 3 traits ici. Voilà, c'est la première des choses que vous devez retenir. Et maintenant, je vais essayer de... Vous voyez, j'ai choisi ici mon repère, c'est-à-dire l'axe des Y suivant la réaction R et l'axe des X suivant la tension T, puisque vous savez bien que R et puis T sont perpendiculaires. Voilà. Donc, à partir de là, par exemple, la droite qui sera perpendiculaire à cette droite que vous voyez là, c'est-à-dire l'axe incliné là, voilà. Je vais mettre 3 traits sur cet axe-là, sur l'axe qui sera perpendiculaire à cet axe-là. Je parle du premier axe que vous voyez ici. Voilà. Donc, j'ai mis 3 traits ici. Et quand je continue, je trouve que c'est l'axe des Y qui est perpendiculaire à mon axe. Donc, à partir de là, je trace 3 traits ici. Et une fois que je mets les 3 traits, je reviens maintenant à ma position initiale encore. Je reviens, je regarde ici. Si cet axe-là, j'ai mis 2 traits. Maintenant, l'axe qui sera perpendiculaire à, à cette droite-là, que vous voyez, la droite horizontale là, je vais placer 2 traits sur cet axe. Voilà. Donc, regardez bien ici, nous avons le poids P. Je pense que vous voyez la direction du poids P. Et son sens, c'est comme ça. Donc, quand je viens ici, je trouve que le poids P est perpendiculaire à ma droite horizontale. Je vous ai déjà dit que le poids P est toujours vertical. Donc, à partir de là, je mets les 2 traits ici sur cette droite-là. Et maintenant, je regarde. Puisque l'angle est formé entre la droite qui contient les 3 traits ici et la droite qui contient les 2 traits ici. Et l'angle sera encore formé entre les droites qui auront aussi les 3 traits et les 2 traits. Et quand je regarde, c'est cette droite-là qui a 2 traits et cette droite qui a 3 traits. Donc, ça veut dire que l'angle sera formé entre ces 2 droites-là. Donc, je ne sais pas en tout cas par quelle méthode vous utilisez pour déterminer vos angles, mais j'aimerais tout simplement accentuer ici pour vous faire savoir que c'est très important parce que si vous faites une erreur ici, une moindre erreur ici, vous faussez tout et si c'est à l'examen, vous avez tout faussé. Voilà. Et vous savez bien, dans les examens, on ne sait pas qui va corriger votre copie. Voilà. Peut-être il y a des hommes qui seront peut-être moins exigeants, mais il y a d'autres aussi qui seront peut-être plus que sévères. Donc, vous devez faire toute votre possibilité pour connaître, voilà,
pour ne pas être peut-être dans les probabilités, je puis dire, de croiser une personne qui est moins exigeante ou plus exigeante. Voilà, donc je pense que peut-être vous avez compris. Et s'il y a toujours des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Voilà. Donc je vous rappelle encore, si c'est votre première fois, abonnez-vous. Voilà. Et cette vidéo, je vais la poster aussi sur ma page Facebook. Voilà. Donc, ici, nous avons R plus PA plus TA est égal à M alpha et AA, l'accélération A. Donc, je vous ai déjà dit que c'est le même accélération. Voilà. Maintenant, nous allons continuer comme ça et après, voilà. C'est pas, c'est juste pour vous faire comprendre. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez voilà, essayer d'écrire en haut, voilà. Les corps ont même tension, même accélération, voilà, vous continuez. Au lieu de mettre TA, vous mettez seulement T, voilà. Mais moi, je vais continuer comme ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, nous allons faire la projection suivant l'axe OX. Et notre axe OX, il s'agit de cet axe. Et quand nous faisons la projection, nous avons moins PX et TA qui se trouve sur cet axe. Voilà. Donc, ce qui implique à dire que ici, nous ne pouvons pas prendre moins PX parce que vous ne connaissez pas MX. Voilà. Parce que quand vous prenez PX, bon, vous savez bien que c'est pas simple. Quand vous prenez PX, ça veut dire que c'est pas la masse totale de l'objet. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve réellement que c'est le puissanteur aussi total. Donc, ici, vous devez faire de votre possibilité pour l'exprimer en fonction de notre poids total. Voilà, qui est PA ici. Voilà, donc ici, nous allons essayer de prendre, voilà, donc vous savez aussi les angles alternes internes. C'est depuis la troisième. C'est très simple. Voilà, donc vous avez votre angle qui est ici alpha. Cet angle aussi va se présenter ici encore parce que ces deux angles sont alternes internes. Voilà. Donc, quand vous prenez sinus alpha, c'est rien d'autre que notre moins px. On sait que sinus de l'angle est égal à tout simplement au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Ici, vous voyez que nous avons un angle, je ne sais pas, comment je vais dire ça, un triangle rectangle. Voilà, vous voyez bien. Donc, le côté et l'hypoténuse est ici, voici le côté adjacent, et puis voici le côté opposé. Donc quand nous prenons sinus de alpha, ça va donner moins px divisé par pa. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour minimiser les risques. Donc, sinus alpha est égal à moins px sur pa. Donc, ce qui implique que px est égal à tout simplement à moins sinus alpha fois pa. Voilà. Puisque moins px est égal à sinus alpha fois pa est égal à pa fois sinus alpha. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre ça comme ça. Je ne sais pas, peut-être il y a d'autres, quand ils vont changer les... Et quand vous voulez calculer, et toujours, vous pouvez mettre ça comme ça, mais quand vous voulez calculer avec votre calculatrice, n'hésitez pas de mettre des parenthèses, sinon vous risquez vraiment de faire des erreurs au niveau des calculs quand vous... Voilà. Vous mettez sinus de 60 degrés fois, voilà, fois la dimension voilà, du poids. Ça peut avoir aussi des erreurs. Les calculatrices ne sont pas les mêmes. Donc, n'oubliez pas. Donc, raison pour laquelle j'essaie d'inverser ici. Ça nous donne moins MA. On sait bien que le poids P, par définition, depuis la classe de la quatrième, est égal à mg. Voilà. Donc, c'est cette formule-là ici que j'ai appliquée. Ça nous donne moins MAG sinus alpha. Donc, ce qui veut dire qu'on a, on a déjà la formule de notre Px maintenant. Donc, suivant OX, donc on a moins MAG sinus alpha plus TA est égal à MA, enfin l'accélération. Donc, ce n'est rien d'autre. J'ai juste remplacé
Voilà, vous savez bien, cette, cette force-là est suivant l'axe des Y et moi je suis en train de travailler suivant l'axe des OX. Donc, on retrouve que notre TA est égal à MA fois l'accélération A plus MA sinus alpha. Donc, si on veut mettre MA en facteur. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre MA en facteur. C'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé que vous mettiez voilà, MA en facteur puisque de toutes les façons, vous pouvez vous arrêter ici. Voilà, pour ne pas perdre le temps de toutes les façons. Voilà, le plus important c'est de tirer voilà, la tension TA. Voilà, nous allons appliquer de la même manière ici pour le corps B. Le corps B, vous savez bien que le corps B, je vais vous expliquer ici. Le corps B ici, c'est uniquement, j'ai essayé de présenter l'axe des Z ici, voilà, qui est ascendant, voilà, c'est-à-dire suivant la direction voilà, de la, en fait, du poids PB, voilà, et nous avons TB qui est dans le sens contraire, voilà. Donc je vais essayer de... Donc vous voyez ici, nous avons... Voilà, si nous voulons présenter ça, ici nous avons notre corps MB ici. Voilà, nous avons le poids PB et la tension TB qui sera comme ça. Voilà. Donc ici, quand nous faisons nous appliquons la relation fondamentale, on va avoir TB, puisque je vous ai déjà dit que le sens c'est comme ça. Donc on va avoir ici PB moins TB est égal à MB fois AB, l'accélération. Donc nous tirons encore TB ici, qui est égal à MB fois AB, plus PB. Et on sait bien par définition, PB, c'est rien d'autre que MB fois G. Donc j'ai essayé d'inverser. Voilà, donc vous voyez TB est égal à ça. Donc ici, ce sont des remarques très très importantes. Voilà, vous pouvez faire des captures d'écran. Voilà, vous pouvez faire des captures d'écran pour essayer de mémoriser voilà, ces formules-là. D'après la troisième loi de Newton, voilà, et la troisième loi de Newton qui nous dit lorsque deux forces, voilà, en fait, lorsque les deux forces sont opposées, en fait, lorsque les deux forces sont opposées et nous appliquons la relation fondamentale de la dynamique, vous verrez que TA est égal à TB. Voilà, en fait, c'est au niveau de la loi comment je vais vous expliquer pour que vous compreniez, la loi des actions réciproques. Voilà. Donc, quand vous appliquez la troisième loi de Newton, vous verrez que TA est égal à TB. Et maintenant, la masse de la poulie est négligeable. Je vous avais déjà démontré de l'autre côté. Ça veut dire que TA est égal à TB. Et on nous dit encore que les fils sont inextensibles. Alors, AA est égal à AB. Les fils sont inextensibles, c'est-à-dire qu'un déplacement au niveau de A de 1 mètre est égal aussi à un déplacement au niveau de AB de 1 mètre, puisque le fil est inextensible. Ce n'est pas élastique. Voilà, c'est inextensible. Donc, c'est le même déplacement. C'est la même vitesse. Voilà. Donc, les accélérations sont les mêmes du fait qu'on a les mêmes vitesses. Voilà. Donc, ici, ces trois formules-là peuvent vous aider à mieux minimiser en fait le problème. Donc, on sait bien que la tension 1 est égale à la tension 2. Donc, TA est égal à TB et AA est égal à AB qui est égal à l'accélération du solide, du système. Voilà, le S est le système qui est égal à A. Donc, on va avoir ici MA fois A plus
MAG sinus alpha est égal à MBG moins, voilà, MB fois A. Donc, j'essaie de les regrouper, ces corps-là ensemble, ces deux-là ensemble. MA fois A, c'est-à-dire les poids, j'essaie de les... Non, pas les poids, voilà, les... Bon, c'est-à-dire, j'essaie de... Bon, ce sont des forces, hein. On sait que MA fois A, c'est la somme des forces, c'est-à-dire la somme des forces de tout, voilà, du système, c'est-à-dire des deux corps, en fait. Voilà, j'essaie de les rassembler ensemble. Voilà, MA fois A est égal à ça. Donc, j'essaie de mettre l'accélération en facteur est égal à G facteur de ça. Donc, je tire ici mon accélération qui est égale à MB moins MA sinus alpha sur MB plus MA sinus alpha fois le pesanteur G. Et ici, notre pesanteur G est égal à 10 newtons par kilogramme. Sinus alpha est égal à sinus de 30 degrés. Et on sait bien que sinus de 30 degrés, ça va être sinus de pi 6 qui est égal à 1 demi 0,5. Et quand nous faisons l'application numérique, vous allez trouver que notre accélération est égale à 1,42 mètres par seconde au carré. Voilà. 1,42 mètres seconde moins 10. Bon, quand j'ai calculé, il y avait 8. Si vous voulez, vous pouvez mettre 1,43 mètres seconde moins 10. Comme vous pouvez laisser comme ça, puisque les professeurs ne sont pas les mêmes, il y a d'autres qui existent qu'on arrondit, d'autres qu'on laisse comme ça. Donc moi j'ai préféré laisser pour ce calcul-là ici, comme ça. Mais par la suite, il y a des parties que j'ai essayé d'arrondir. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez les arrondir. Voilà. Vous pouvez aller à 43, c'est encore magnifique. Vous pouvez aller à 43. Donc, en petit 2, petit a, on nous demande de calculer le temps mis par A pour atteindre le point S avec OS est égal à 2 mètres. Voilà. Donc, on nous demande de calculer le temps que le solide a mis pour atteindre ici. Voilà. Donc, nous avons besoin du temps que le solide a mis pour atteindre ici, au niveau du point. Comment je vais dire là? Au niveau de S. Voilà. Donc, vous pouvez oublier ici. Vous pouvez oublier cette partie-là. Vous pouvez l'oublier. Voilà. Parce que je l'avais juste écrit puisque j'avais sauté la question numéro A. Donc, c'est pas important. Donc, calcul du temps. Donc, on sait bien que en cinématique, je vous avais déjà montré ces formules. X de t est égal à 1 demi de A. Facteur de TS moins T0, c'est-à-dire TS, le temps final, qui est au niveau du solide, moins T0, plus V0 facteur de TS moins T0, plus X0. Voilà. Donc, c'est l'équation horaire que vous voyez comme ça. C'est à travers cette équation horaire-là que nous allons déterminer en fait notre, voilà, notre temps. Et n'oubliez pas aussi ici que X, voilà, parce que ici, on a X de TS ici. Voilà, X de TS est égal à tout simplement à OS qui est égal à 2 mètres. Donc, retenez ça ici comme ça. Et une fois que vous avez ça, vous verrez que on a déjà calculé l'accélération. Il nous reste tout simplement que de remplacer et puis voilà, tirer. Donc, des informations aussi très importantes ici, c'est qu'on nous avait dit que le solide est lâché à partir de x0 est égal à 0, t0 est égal à 0, et v0 sans vitesse initiale, v0 est égal à 0. Voilà, donc vous voyez que les choses deviennent encore très intéressantes. Donc, nous allons poursuivre avec la partie numéro 3. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez essayer de les laisser en commentaire. On va essayer de les décortiquer ensemble. Le but, c'est que chacun de vous puisse avoir son bac en fin d'année, selon l'année auquel vous regardez cette vidéo. Voilà, puisque la physique
ne fait qu'évoluer, mais on ne va pas, on ne va pas dire que parce qu'on a évolué, on va enlever des choses. Voilà, laissez tomber. Voilà, donc, vous pouvez essayer à tout moment voilà, d'agrandir votre cercle de connaissances. Donc, on aura x de ts est égal à 1 demi de ats au carré, puisque nous avons tout simplifié le reste, qui est égal à ici à os, ici. Donc, on aura ats au carré est égal à 2 fois os. Donc, os, donc on tire notre ts est égal à racine de 2 os sur a. Voilà, donc c'est la formule. Et quand nous appliquons l'application numérique, on sait bien que os est égal à 2 mètres. 2 fois 2 sur 1,42, comme on avait déjà trouvé de l'autre côté. Donc on trouve ts est égal à 1,67 secondes. Donc ici, moi j'ai trouvé 1,666666. Maintenant, étant donné que je vais m'arrêter à deux chiffres après la virgule, et après le 6, après l'autre 6, il y avait un 6 qui dépasse le 5. Donc, lorsque ça dépasse le 5, vous pouvez arrondir. Donc, raison pour laquelle j'ai arrondi ici. Mais de l'autre côté, je n'ai pas arrondi, juste. J'ai décidé de laisser. Sinon, je pouvais aller à 43. Mais si vous avez mis ici peut-être à 43, vous verrez que ici, vous allez avoir 1,67. Voilà, virgule quelque chose comme ça qui va vous... Voilà, ça revient à la même chose. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on ne va pas vous punir parce que vous avez mis 42 ici ou bien 43. Voilà, ça ne va rien changer. Voilà, retenez bien de toutes les façons qu'en cinématique, lorsque vous calculez les secondes, les vitesses, si les calculs ne donnent pas en fait un nombre complet à tout moment, voilà, lorsque vous êtes, vous avez bien suivi la démarche et puis voilà, les, les résultats sont approximatifs, voilà, vous aurez toujours vos points et aucune personne ne peut enlever quelque chose là-dedans. Voilà. Donc, notre TS est égal à 1,67 secondes. Alors, donc, nous allons poursuivre avec la question numéro B où on nous demande de calculer la vitesse de A au passage au point S. Voilà. Donc, laissez-moi vous présenter le point S et la vitesse dont nous avons besoin. Voici le point S. Et nous avons besoin de VS tout simplement. La vitesse au passage au point S. Voilà. Donc, nous allons déterminer VS. Donc, ici, c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est très important de connaître la cinématique lorsque vous traitez un exercice de la dynamique. Vous savez bien que la relation indépendante du temps. Oh, voilà. Donc, n'oubliez pas cette formule, elle est très importante. Voilà. Qui nous dit que la vitesse finale au carré moins la vitesse initiale au carré est égale tout simplement à 2 fois l'accélération multipliée par le trajet, c'est-à-dire la longueur parcourue. Alors, nous aurons Vs au carré si nous appliquons dans notre cas pour ce que nous sommes en train de travailler. Donc, on aura Vs au carré moins V0 au carré est égal à tout simplement à 2 fois l'accélération fois L. Et notre L ici, c'est quoi? C'est OS qui est égal à combien? 2 mètres. Et notre accélération A est égal à 1,42 ou 43 mètres par seconde au carré. Et notre V0, le solide est là sur sa vitesse initiale. Alors, on aura Vs est égal à la racine de 2AL, qui est égal à 2 fois 1,42 fois 2. Ça nous donne 2,38 mètres par seconde. Donc, à travers les informations qu'on nous a données, on a pu déterminer notre accélération. On a pu déterminer le temps. On a pu déterminer la vitesse. Voilà, c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Voilà, parce que encore on complique l'exercice en disant que au moment où le solide passe en S, le fil casse
brusquement. Alors, on nous demande de décrire les mouvements ultérieurs du solide A et B. Alors, voici ça ici. On nous demande de décrire ça théoriquement. C'est pas la pratique. Si c'était la pratique, peut-être on pouvait le faire, voilà, faire les choses et puis voir. Mais ici, c'est, voilà, nous voulons démontrer ça théoriquement. Lorsque le solide est arrivé ici et le fil casse brusquement. Vous voyez? Donc, c'est pas simple. Le solide est en train de continuer comme ça, il est arrivé ici, le solide est cassé. Voilà. Est-ce que le corps A va monter en haut? Moi, de mon côté, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Voilà. Puisque si le corps A monte sur la pente, ça devient autre chose parce que ça va contredire automatiquement le père fondateur de la physique. Parce qu'on nous dit que la physique, ça a été créé par Newton. Du fait que la pomme qu'il a jeté, la pomme n'allait pas en haut, mais la pomme était ascendante. Voilà, c'est dû au pesanteur. Donc, ici déjà, nous savons que notre solide, quoi qu'il en soit, il ne peut pas monter. Il ne va faire que redescendre. Voilà, c'est la même chose aussi pour ce solide-là. Voilà. On savait déjà que ce solide, lui, il descendait, mais c'est solide qui montait. Et c'est quand, voilà. Donc, il y a tout ça. Mais ça, c'est que, voilà, il y a des exercices qui sont un peu complexes. Voilà, je me rappelle bien, il y a des exercices, voilà, voilà qui ne vont pas se comporter comme ce que nous allons traiter ici. Mais voilà, mais ne vous hésitez pas avec cette, euh, cette chaîne scientifique. Nous allons découvrir toutes les choses mystiques et voilà, qui vont essayer de nous, voilà, j'empêche d'évoluer. Voilà, j'ai un exercice que je vais préparer sur ça. Voilà, qui est encore différent de ça. Et je vous assure que d'ici la fin d'année, voilà, chacun quand même aura des bagages très 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 importants pour pouvoir affronter le match final. Voilà, qui se déroule généralement dans le mois du juin-juillet. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, mouvement itinéraire de A et B lorsque le fil est cassé. Donc, nous allons d'abord commencer par le solide A. Alors, pour le solide A, nous allons essayer de déterminer les accélérations. Alors, pourquoi la détermination de l'accélération est importante ici? C'est comme ce que je vous disais. Voilà. Donc, c'est très important. Par exemple, le solide A. Après la cassure, vous savez que la tension ne va plus exister. Et si vous calculez l'accélération, vous trouvez que l'accélération est positive. Alors, et vous savez réellement, quoi qu'il en soit, vous tirez quelque chose en montant, et si le fil casse, vous tirez avec une force, et si le fil casse, vous savez bien que, vous imaginez, vous êtes au deuxième étage, vous tirez par exemple du sable pour construire quelque chose, et automatiquement, le fil casse. Vous savez bien que, quoi qu'il en soit, votre saut de sable ne va pas monter pour vous suivre là-bas. Il va revenir en bas, mais si vous tirez avec de la force, il se peut que le saut qui contenait le sable et essaie quand même de, voilà, de suivre la force qu'il avait attirée pour monter un peu, mais pour redescendre. Donc, lorsque vous calculez votre accélération, vous trouvez que l'accélération est positive. Ça veut dire tout simplement que le solide a d'abord effectué un mouvement, c'est-à-dire a d'abord effectué un mouvement accéléré, c'est-à-dire monter un peu, voilà, et après redescendre. Et maintenant, si votre accélération est négative, ça veut dire tout simplement qu'une fois qu'il y a eu la cassure, votre solide est redescendu. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons essayer de décortiquer ici. Donc, on a TA est égal à MA fois AA plus MA G sinus alpha. Le fil est cassé, donc TA est égal à 0 Newton. Là, il n'y a pas de débat. Et c'est la même chose pour TB qui est égal à 0 Newton, parce que je vous avais déjà dit que le fil est inextensible, donc les tensions sont les mêmes choses. Voilà. Donc, nous avons AA
Donc AA sera quoi? Sera est égal à, puisque bon, si t est égal à 0, nous pouvons simplifier les, voilà, vous pouvez simplifier les quoi? Les MA, les MA. Donc ce qui va nous donner que AA est égal à moins G sinus alpha. Voilà, si nous essayons de ramener ça ici. Qui est égal à moins 10 fois 0,5 qui est égal à moins 5 mètres par seconde. Moins 5 mètres par seconde au carré. Qui est strictement inférieur à 0. Alors le solide effectue un mouvement uniformément décéléré après la cassure des fils. C'est-à-dire, après la cassure, notre solide est redescendu. Voilà. Donc le mouvement ultérieur des fils. Donc, tout simplement, après la cassure des fils, bon, notre solide a effectué un mouvement uniformément décéléré parce que l'accélération est strictement inférieure à 0. Voilà. Même si vous vous arrêtez là, vous avez peut-être la moitié des points sur la question. Si c'est 0,5, vous avez 0,25. Donc, vous savez bien qu'en physique, nous, on ne donne pas beaucoup de points. Voilà, vous faites la démonstration, vous partez, puis voilà, peut-être c'est 0,25. Ou bien, voilà, c'est 0,5. C'est comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi qu'en physique. Peut-être vous pouvez perdre peut-être 5 questions, combien de questions, voilà. Et ce que vous avez perdu, peut-être c'est 0,75 points comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Je vous assure que le bac, ça va marcher, Inch'Allah. Donc, pour le solide B, on a TB est égal à MB fois G moins MB fois AB qui est égal à 0, puisque nous savons bien que notre TB est égal à 0. Voilà. Donc, ce qui implique que AB est égal à Z. Parce que nous allons essayer de simplifier encore, comme la dernière fois que nous avons fait pour le solide A. Donc, AB est égal à Z, qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, notre accélération AB est égale à Z. Alors, n'oubliez pas qu'ici, il s'agit d'une chute libre. Voilà, c'est comme je vous expliquais dans le cas de la pomme de Newton. Voilà, c'est-à-dire, ici, notre solide est en train d'effectuer chute libre. C'est comme vous avez pris un caillou en l'air et vous l'avez laissé en train de tomber en bas. Ce qui est normal, parce que nous avons ici notre corps qui est en train de se translater de cette manière-là. Et une fois que le fil est cassé, bon, quelque chose qui voulait descendre vite et qui avait des contraintes du fait que le fil, voilà, du fait, il faut que le corps A effectue un mouvement pour que le corps B effectue un mouvement, du fait que le fil est inextensible. Et maintenant que le fil est cassé, donc, voilà, il ne fait qu'effectuer maintenant son mouvement, voilà, parce que déjà il y avait déjà le poids P qui l'attirait déjà vers le bas pour qu'il effectue, voilà. Il y avait la tension TB aussi qui s'opposait. Et une fois que le fil est cassé, voilà, la tension TB est égale à 0, donc c'est normal. TB est égale à 0, il n'y a plus de, voilà, il y a plus de force qui va... Voilà, je ne sais pas si vous comprenez quoi. C'est très simple. Donc c'est comme ça. Alors, solide B effectue, alors le solide B effectue un mouvement sans vitesse initiale, d'où une chute libre. Voilà, bon, c'est pas important quand on dit sans vitesse initiale, bon. J'ai écrit ça, mais vous pouvez, voilà, même si vous ne mettez pas ça, c'est pas grave. Voilà, voilà, le solide B effectue seulement voilà, une chute libre. Voilà, donc, c'est ce que voilà, vous pouvez écrire comme réponse. Voilà, mais ça n'empêche rien d'écrire blablabla et puis voilà. Mettez tout dedans. On va essayer de sélectionner les plus importants, mais quand souvent c'est très très mélangé, on peut aussi faire aussi des soustractions de points. Donc essayez aussi d'être un peu cohérent. Donc nous allons maintenant essayer maintenant d'aborder encore la partie intéressante, c'est-à-dire de la partie 3. Voilà, on dit lorsque le solide A quitte le plan incliné, il arrive sur le sol horizontal où il rencontre un solide C, immobile. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire immobile? Immobile, c'est-à-dire le solide est posé, il ne bouge pas, il n'y a aucun mouvement de la part de ce solide-là. Il était vraiment immobile. Voilà, où il rencontre un solide C immobile de masse MC est égal à 350 grammes.
Après un parcours de longueur L est égal à 10 mètres, sur le plan incliné, le socle est central et parfaitement élastique. Le socle est central, c'est-à-dire notre corps. Bon, pour vous expliquer, parce que c'est comme de l'accident. C'est-à-dire c'est frontal. Qu'est-ce que je veux dire ça? C'est-à-dire c'est notre solide est tombé en fait au-dessus, c'est-à-dire au-dessus pour ne pas dire au centre de ce solide-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et parfaitement élastique. Parfaitement élastique ici, c'est pour nous dire tout simplement que lorsqu'il y a eu le socle, après, il n'y a pas eu de... En fait, parce que vous savez bien que souvent, les socles, il y a des socles élastiques, il y a des socles inélastiques. Voilà. Dans le cas des socles inélastiques, vous savez bien, il y a certaines choses qu'on ne doit pas tenir en compte. Par exemple, dans le cas du socle inélastique, il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Voilà, il y a toujours la conservation de la quantité de mouvement, mais il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Est-ce que vous voyez? Mais quand on nous dit ici, parfaitement élastique, nous n'allons pas essayer de rentrer trop en détail, mais vous devez savoir tout simplement que ici, nous pouvons appliquer la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. Donc, lorsque vous avez un exercice qui part tout simplement d'un socle élastique, mettez tout simplement à l'idée pour pouvoir déterminer vos différentes composantes. Vous devez savoir, connaître, vous rappeler les choses que vous avez déjà mémorisées et bien bossées, qui sont la conservation de l'énergie cinétique et la conservation de la quantité de mouvement. Ce sont des choses vraiment très très importantes lorsque vous traitez un exercice qui parle de socle. Lorsque le socle est inélastique, il y a conservation de la quantité de mouvement, il y a conservation de l'énergie cinétique. Et lorsque le socle est inélastique, il y a conservation de la quantité de mouvement, mais il n'y a pas de conservation de l'énergie cinétique. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris cette partie-là. Alors, en petit a, on nous demande de calculer la vitesse V1 du solide A juste avant le socle. Est-ce que vous voyez? Donc, avant que le solide A ne contacte le solide C là, est-ce que ce solide-là avec quelle vitesse? Voilà. C'est quelle vitesse? Voilà. C'est l'intensité de cette vitesse-là que nous allons calculer avant de continuer. Voilà. Bon, c'est vrai que notre vidéo, elle est un peu longue. Je ne sais pas si je vais la découper ou pas. Mais ça c'est que le plus important, ce n'est pas la correction, mais ce sont les informations que vous allez en fait retenir ici. C'est ce qui fait l'importance, parce que c'est comme si on était en classe. Voilà, vous voyez bien, c'est un exercice où il faut expliquer. Même si les élèves ne sont pas en face de toi, il faut essayer de les faire comprendre. Même si tu parles seul, on a l'intention qu'on est en train de parler vraiment à un monde. Donc, c'est ce qui aussi fait qu'il faut expliquer, il faut parler pour faire comprendre. Voilà, sinon souvent on peut vous donner la correction, puis voilà, vous ne comprenez pas aussi. Voilà, on dit MC est égal à 350 grammes et on nous avait dit que le solide a effectué un parcours de 10 mètres. On dit le socle est central et parfaitement élastique. Donc, calcul de VA, V1. Donc, je vous avais déjà dit que la relation indépendante du temps est vraiment très très importante. Nous allons appliquer ça. VA au carré moins V initial au carré est égal à DAL, qui est égal à 2A fois L sinus alpha. Donc, regardez ici, j'ai mis sinus alpha ici. Hey, n'oubliez pas de... Parce que si vous oubliez là, le reste là ne sera pas bon. Donc, ça va donner DAL, parce que notre A est égal à
Z sinus alpha. Voilà, notre A est égal à Z sinus alpha avec VI est égal à 0. Donc après la rupture de fil, A, l'accélération A de l'autre, comment dirais-je, notre corps A est égal à Z sinus alpha qui est égal à 0,5, qui est égal à 5 mètres par seconde au carré. Donc notre V1 est égal à, donc on aura V1 au carré moins VI au carré est égal à L, avec VI est égal à 0, voilà. Donc V1 est égal à racine de 2 L sinus alpha. Voilà. Et retenez bien que le solide est lâché sans vitesse initiale. Voilà. Donc on aura V1 est égal à racine de 2 fois 10 fois 0,5 qui est égal à la racine de, voilà, de 10 fois 5. 2 fois 10 fois 5 qui est égal à 10 mètres par seconde. Donc notre V1 est égal à 10 mètres par seconde. Donc on a notre V1 est égal à 10 mètres par seconde. Nous allons maintenant aborder la partie petit b où on nous demande d'exprimer V1' et VD' des deux corps après le son. Donc, conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique. Donc, avant le socle, on a P1, c'est-à-dire la quantité de mouvement, est égale à M. Ici, c'est la quantité de mouvement et non pas le poids. Donc, ça va donner la masse MA fois V1 et PD est égal à MC fois, voilà, fois VD. Parce qu'il s'agit de ce décor-là qui est égal à 0 puisque initialement P1 est au repos. Voilà, PD est au repos. Le corps C. Voilà, car le corps C est au repos. Donc, on aura VD est égal à 0 mètres par seconde. Donc, la quantité de mouvement total avant, c'est-à-dire avant le socle, est égale à PA qui est égal à MA fois V1 que nous venons de calculer déjà. Et maintenant, l'énergie cinétique, voilà, EC1 est égal à 1 demi de MAV1 carré et ECC est égal à 1 demi de MC VD carré qui est égal à 0 puisque VD est égal à 0. Voilà, l'énergie cinétique aussi avant le socle est égal à 1 demi de MA carré. Donc ce sont les deux formules que vous devez retenir en première position. Donc ce sont les deux formules. Et maintenant, après le socle, nous avons P1' est égal à MA fois V1' et PD' est égal à MC est égal à MC fois VD'. Voilà. Donc, je pense bien que vous voyez. Donc, nous avons la quantité de mouvement après le socle est égal à MA fois V1' plus MC fois VD'. Donc, vous pouvez faire comme une pause et puis voilà, faire capture d'écran. Je pense que ça vous aidera. Voilà. Donc, EC1' est égal à 1 demi de MA V1' au carré. Voilà. Et 1 demi de MC VD' carré est égal à ECD'. Voilà. La quantité de mouvement du corps C après le socle. Après le socle. La quantité de mouvement du corps A après le socle. Donc, on aura l'énergie cinétique. Excusez, je ne sais pas si j'ai dit quantité de mouvement, mais c'est l'énergie cinétique en fait. Voilà, l'énergie cinétique de ces deux corps là après le socle. L'énergie cinétique totale après le socle est égale à 1 demi de MA V1' au carré plus 1 demi de MC VD' au carré. Donc, et une fois que nous avons ces quatre formules que je vous ai montrées ici, voilà, voici les quatre formules ici. Voilà, voici la première formule V1 et voici la quatrième formule. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec la partie 5. Donc, nous avons d'abord, la conservation de la quantité de mouvement. P avant est égal à P après. La quantité de mouvement avant le socle est égale à la quantité de mouvement après le socle. Donc, ce qui veut dire que MA fois V1 est égal à MA V1' plus M2 et MC VD'. Donc, ça, j'ai noté ça comme 1'. Voilà.
Donc la conservation de l'énergie cinétique avant le soc est égale à l'énergie cinétique après le soc. Donc ce qui veut dire que 1 demi de MAVA' au carré est égal là aussi à ce que j'avais déjà exprimé de l'autre côté. 1 demi de MAV1' au carré plus 1 demi de MCVD' au carré. Donc ce qui implique que MA, enfin V1' au carré est égal à ça, puisque nous pouvons simplifier les 1 demi que nous avons partout là. Donc, nous avons ici notre deuxième formule. Donc déjà, nous avons deux formules à travers la conservation de la quantité de mauvais, la conservation de l'énergie cinétique. Il s'agit de ça et de ça. Et nous allons essayer de les résumer, et voilà, de les regrouper ici. Voilà, je les ai regroupés ici. À travers les deux formules, nous avons ça. Et vous voyez qu'à partir de là, nous pouvons, du fait que nous avons MA, nous pouvons ramener cette formule-là. Et c'est pas, voilà. MAV1' au carré de ce côté-là. Donc, on aura MA facteur de V1 moins V1' est égal à MCVD'. Donc, on a MA aussi facteur de V1' au carré moins, voilà, MCVD' au carré. Voilà. Donc, à partir de là, retenez bien aussi qu'on a A carré moins B carré est égal à A moins B, voilà, facteur de A plus B. Donc, c'est ce que j'ai essayé tout simplement de... J'ai gardé encore la même chose. Et j'ai mis ça en facteur. Voilà, MA facteur de V1' moins V1 moins V1' facteur de V1 plus A. V1 est égal à MC fois VT' au carré. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'avais même écrire la formule ici. Donc, à partir de là, j'ai 1', voilà, et puis 2' ici. Donc, je vais essayer de faire le 2' sur le 1'. Et une fois que j'ai fait le 1' sur le 2' sur le 1', vous verrez que je peux simplifier tout ça. Simplifier tout ça. Voilà. Est égal à ça, qui simplifie avec ça. Et VD' au carré qui va simplifier avec ça pour donner seulement VD'. Donc je trouve V1 est plus V1. Donc je trouve ici V1 plus V1' est égal à VD'. Donc c'est ma formule numéro 3 que je viens de déterminer comme ça. Et d'après 1', on a MAV1 est égal à MAVD. Donc, je vous avais déjà montré ici. Voici le 1'. Voici le 1' ici, à travers la conservation de la quantité de mouvement. Alors, je reviens ici. Je vais remplacer le V2' par V1 plus V1'. Voilà. Donc, je remplace ça et je trouve cette formule-là. Et à travers là, je vais essayer de développer. Et une fois que je développe, je pourrai ramener cette quantité-là ici pour avoir V1 d'un côté ici et V1' de ce côté-là. Voilà. Et donc, à travers cette conscience de regroupement, j'aurai la capacité de mettre V1 en facteur de tout ça et je tire mon V1' qui est égal à MA moins V1' sur MA plus VMC, voilà, plus MC fois V1. Voilà. Donc j'ai mon V1' en fonction de V1. Et c'est ce que je pense bien qu'on nous a demandé depuis la question. Parce que au niveau de la question, on nous a demandé d'exprimer V1', voilà, exprimer V1' et VD' des décors après le centre. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Et n'oubliez pas qu'après, on doit faire voilà, l'application numérique. Donc, j'ai VD' est égal à V1 plus V1'. Donc, V qui est égal à V1 plus, je vais remplacer V1' par sa valeur que je viens de déterminer tout juste ici. Donc, je remplace ça ici. Et une fois que je remplace, voilà, j'aurai, j'espère bien que c'est visible. Donc, j'aurai V1 plus toute cette quantité que je viens de trouver ici. Donc, je mets V1 en facteur. Je vais avoir 1 ici, plus tout ça. Et je vais essayer de les mettre au même dénominateur. Donc, ça devient calcul des fractions de la classe de 4e ou bien c'est la 5e là. Donc,
toujours V1 en facteur. Donc vous verrez que je peux avoir 2M A facteur de plus MC moins MC. Voilà. Sur MC plus MA plus MC. Donc je trouve VD' est égal à DMA sur MA plus MC fois V1. Donc en application numérique, il s'agit tout simplement que je remplace. Et voilà. J'avais déjà calculé voilà, toute cette partie-là. Donc j'ai fait un peu, voilà, si vous voulez prendre capture d'écran. Parce qu'apparemment la caméra était un peu bizarre. C'était un peu invisible là. Donc vous voyez bien si vous voulez faire des captures d'écran. Voilà, vous pouvez les faire. Voilà. Voilà. On avait déjà calculé le V1 qui était égal à 10 mètres par seconde. C'était uniquement la vitesse que le solide avait juste avant le sol. Donc on aura V1' est égal à 0,4 moins 0,35 sur 0,4 fois 0,35 fois 10. Donc nous aurons 0,64 mètres par seconde. Et VD' est égal à 10,67 mètres par seconde. Donc vous verrez que notre V1' qui représente en fait la vitesse de notre corps A après le choc est inférieure à la vitesse que le corps avait avant le choc. Et en même temps, cette même vitesse est encore inférieure à la vitesse que notre solide, ce qui était initialement immobile, a après le choc. Donc, qu'est-ce que nous pouvons... Si on nous avait demandé tout simplement d'expliquer ça, ça veut dire tout simplement qu'après le choc, le corps A transmis son énergie cinétique au corps B et au corps C. Et vous verrez que le corps A ne va pas aller loin avant de s'arrêter. Voilà. Quand je dis la transmission de l'énergie cinétique, c'est quoi? Vous savez bien que l'énergie cinétique, c'est une énergie qui dépend de la vitesse de l'abcès. Voilà. Et vous voyez que le corps A, après le choc, n'a que 0,67 mètres par seconde. Quand vous prenez 0,67 fois 400 fois 0,4 kg, fois 0,5 encore, et au carré, voilà, 0,67 au carré fois 0,4 fois 0,5, puisque ça fait 1 demi de M à V carré. Donc vous verrez que ça sera vraiment très très petite par rapport à l'énergie cinétique que le corps C aura après le choc. Voilà, donc on peut vous demander de justifier ça. Donc on avait un prime inférieur à VD', ce qui implique tout simplement que le corps A transmis son énergie cinétique au corps C après le choc et ne va pas s'attarder à s'immobiliser. Et le corps C, voilà, va effectuer un long parcours avant de s'arrêter. Voilà, donc j'espère que cet exercice vraiment qui a pris beaucoup de temps, et presque 1 heure et quelque chose, vient d'être achevé. Donc, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et n'hésitez pas de partager, liker. Voilà, et je vous souhaite vraiment une bonne compréhension et bonne suite à vous. Et on se retrouve bientôt.